Bien, eh bien, écoutez, moi je suis ravi d'être avec vous, ravi d'être dans cette belle ville de Montpellier, et puis ravi d'être dans cet amphithéâtre vraiment prestigieux. Alors, je remercie évidemment Marie-Claude et Renaud Garel de m'avoir invité à ces belles journées. Après discussion avec les organisateurs, donc on a décidé qu'on discute cet après-midi ensemble de la maladie persistante dans le cancer différencié de la thyroïde. Quel est le risque de maladie persistante ou résiduelle? Comment on détecte cette maladie résiduelle et aussi comment elle est traitée. Donc c'est un sujet d'actualité. Je dirais d'abord à quand ça a été d'actualité ces 2 dernières années, parce qu'on a beaucoup travaillé et on en parlera au cours de cet exposé sur les facteurs pronostiques de maladies résiduelles dans le cancer papillaire de la glande thyroïde. Et puis c'est aussi un sujet d'actualité, car vous savez qu'un certain nombre d'experts, depuis plusieurs mois, penchent sur les nouvelles recommandations américaines sur le cancer différencié de la thyroïde, que probablement une nouvelle classification du risque de maladie résiduelle va voir le jour, et que évidemment, en fonction de cette nouvelle classification, des nouvelles recommandations concernant les traitements du cancer de la thyroïde vont être proposées. Et donc, je crois que c'est vraiment l'occasion de discuter de ce sujet. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est que la maladie résiduelle ou la maladie persistante? Eh bien, en gros, c'est ce qu'il reste, éventuellement, après le traitement initial du cancer différencié de la thyroïde. Le plus souvent, il ne reste rien, et les patients sont en rémission complète et ils sont guéris. Mais dans un certain nombre de cas, on va le voir, il reste des cellules tumorales. Étant entendu que le traitement initial du cancer de la thyroïde, c'est la chirurgie de la thyroïde et éventuellement la chirurgie des ganglions, et c'est éventuellement la dose ablative d'iode 131. Alors cette maladie résiduelle, elle peut siéger où? Eh bien, dans la thyroïde restante, si elle n'a pas été enlevée totalement, ou dans la loge thyroïdienne, dans les ganglions du cou, du compartiment central ou des compartiments latéraux, et éventuellement dans des organes à distance. Et vous savez que c'est le poumon qui est l'organe qui est le siège le plus souvent de ces lésions, mais l'os vient généralement en deuxième. Alors, cette maladie résiduelle, elle peut être de taille, on va dire, significative, et l'imagerie peut la mettre en évidence, l'imagerie conventionnelle ou l'imagerie fonctionnelle, on en reparlera tout à l'heure. Parfois, cette maladie résiduelle, elle est simplement traduite par le fait que le taux de thyroglobuline va rester un petit peu augmenté. Alors, quand il y a des lésions qui sont, je dirais, significatives, il y a des traitements complémentaires qui peuvent être mis en œuvre pour essayer de régler le problème. Donc ça peut être de la chirurgie s'il reste des gros ganglions, ça peut être de l'iode radioactif s'il y a des foyers évidents sur les poumons, par exemple. Et puis au bout du compte, eh bien, les gens peuvent se retrouver guéris de cette maladie résiduelle, et puis peuvent se trouver à avoir toujours un peu de maladie résiduelle, qui elle-même pourra soit rester stable au fil de nombreuses années, soit éventuellement progresser et poser un certain nombre de problèmes par la suite. Alors, le risque de maladie persistante, il est évident qu'il dépend beaucoup, je dirais, de la gravité intrinsèque de la tumeur qui est opérée initialement. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Le risque de maladie résiduelle, il dépend, encore une fois, de la définition qu'on donne à la maladie résiduelle. Et vous avez vu qu'on peut parler soit de maladie structurelle ou morphologique, c'est-à-dire qu'encore une fois, l'imagerie est capable de la mettre en évidence, et à l'intérieur de ça, il peut s'agir de grosses lésions métastatiques,
qui vont clairement poser plus de problèmes que des micro-métastases qui vont par exemple être visualisées par la scintigraphie à l'iode 131. Mais donc la maladie peut être simplement biochimique. Le deuxième facteur qui peut rentrer en ligne de compte, c'est l'étendue du traitement initial. L'étendue de la chirurgie, lobectomie ou thyroïdectomie totale, l'étendue du curage ganglionnaire, et en particulier un curage central prophylactique ou l'absence de curage central prophylactique. Et puis, est-ce qu'on fait ou pas, ou est-ce qu'on a fait plutôt ou pas, une dose ablative d'iode 131? Et puis, le risque de maladie résiduelle, il dépend aussi des moyens qu'on a mis en œuvre pour la détecter. C'est sûr que si on a uniquement les mains du clinicien pour détecter de la maladie résiduelle, on ne va pas détecter grand-chose. En revanche, si on a des moyens sophistiqués d'imagerie extrêmement sensibles, on risque d'en dépister un peu plus souvent. Voilà, donc on va discuter un peu de tout ça, mais je pense que ce préambule est utile pour comprendre aussi qu'il y a beaucoup de variations dans la littérature sur les pourcentages de maladies résiduelles. Hein ? Alors, comment on détecte cette maladie résiduelle? D'abord, il faut comprendre, et ça vous le savez tous, hein, qu'il y a effectivement deux types de cancers différenciés de la thyroïde, schématiquement. Donc, il y a des lésions qui sont bien différenciées, qui captent bien l'iode radioactif, et si elles captent bien, elles peuvent être visualisées sur la scintigraphie à l'iode radioactif, et quand elles sont toutes petites, elles peuvent être détruites par l'iode radioactif et par la dose ablative d'iode 131. Les localisations les plus fréquentes, eh bien, c'est les ganglions du cou, le poumon. Le plus souvent, chez ces patients-là, c'est plutôt des micro-métastases. Et l'exemple le plus emblématique, c'est la miliaire pulmonaire, hein, qui est totalement invisible sur les radios pulmonaires. C'est des lésions qui généralement sont assez stables dans le temps ou qui progressent assez lentement et généralement qui sont des lésions de bon pronostic puisque s'il existe des métastases à distance, l'iode radioactif est capable de les détruire. Et puis, dans quelques pourcents des cas, 5 à 10% des cas, il y a des lésions qui posent beaucoup plus de difficultés, qui sont des tumeurs peu différenciées, qui ont souvent des difficultés à capter l'iode radioactif, qui sont donc des lésions réfractaires à l'iode 131. Elles sont capables le plus souvent de fixer le 18-FDG, donc on peut souvent les visualiser sur le PET scan. Les métastases sont variées, ça peut être des ganglions, ça peut être des métastases à distance, dans différents organes. C'est souvent, puisque c'est des lésions plus agressives, des macro-métastases, donc qui progressent plus rapidement, qui sont de moins bons pronostics. Et on a vu ce matin, pour le cancer médulaire de la thyroïde, mais c'est vrai également évidemment pour le cancer différencié, il y a eu de gros progrès ces dernières années avec l'utilisation des inhibiteurs de kinase pour stabiliser ou réduire la masse tumorale de ces lésions. Alors, dans les deux cas, en fait, vous avez un marqueur sérique qui est la thyroglobuline, qui est un excellent marqueur, très sensible et on va dire aussi spécifique. Alors, de quoi on dispose pour mettre en évidence finalement ces lésions résiduelles en routine? Alors, on a de l'imagerie anatomique et de l'imagerie fonctionnelle. En anatomie, donc, on a l'échographie du cou, il y a le scanner qui voit bien les ganglions médiastinaux, qui voit bien les poumons, qui permet parfois de mettre en évidence des images lithiques sur les os. L'IRM, c'est pas mal pour l'os, c'est pas mal aussi pour le cerveau. Les métastases hépatiques sont sont peu fréquentes dans le cancer différencié de la thyroïde. L'imagerie fonctionnelle, on va en parler. Il y a évidemment la scintigraphie qui est réalisée après la dose ablative d'iode 131. Le FDG
qui est extrêmement utile chez les patients qui gardent un taux de thyroglobuline élevé et pour lesquels la scintigraphie diode 131 reste négative. Et à un moindre degré, on dira la scintigraphie osseuse. Alors, dans les 10 dernières années, l'imagerie a été améliorée par l'avènement sur le plan technologique de nouvelles modalités, qui sont donc des modalités hybrides, SPECT, CT ou PET-CT, donc qui combinent soit une gamma caméra avec le scanner, soit une caméra à positons avec un scanner. Ces caméras hybrides permettent d'avoir une idée très précise de la localisation des foyers scintigraphiques et le plus souvent permettent très rapidement de voir s'il s'agit de lésions clairement malignes ou bénignes. Alors, tout de suite un exemple pour parler justement de l'utilité de l'acquisition SPECT-CT au moment de la dose ablative diode 131. Voici une patiente de 45 ans qui avait un petit papillaire multifocal, bilatéral, et c'est vraiment pour ça qu'on lui a donné de l'iode radioactif. Elle a eu donc à peu près 80 millicuries diode 131 sous TSH recombinante. Vous voyez que son taux de thyroglobuline stimulée sous thyrogène n'était pas très élevé, 1,1 nanogramme par ml, les anticorps négatifs. Et ça, c'est la scintigraphie qui est donc faite 5 jours après l'administration de l'iode radioactif. C'est le corps entier. Et sur le corps entier, vous voyez, vous voyez pas grand-chose. Vous voyez pas grand-chose. Vous voyez 2 foyers là, et comme on manque cruellement de repères anatomiques, eh bien, je ne peux pas vous dire ici si c'est des reliquats cervicaux banaux post-opératoires ou s'il ne peut pas éventuellement s'agir de métastases ganglionnaires. Alors, l'imagerie SPECT-CT, donc en fait, juste après le corps entier, on fait pendant à peu près 10 minutes une acquisition tomoscintigraphique suivie d'un scanner de repérage. Et vous avez ici, donc en 3 dimensions, donc là c'est les images transaxiales, ici les images sagittales, et là les images coronales, le scanner de repérage et les images de fusion. Alors, ici, on a une idée beaucoup plus précise de ce qui se passe. Là, ce foyer-là, il est là, et en fait, c'est un foyer latéro-trachéal gauche qui correspond à un reliquat parfaitement banal. C'est de la thyroïde normale. Ici, vous voyez ce gros foyer. En fait, c'est un foyer haut situé qui est un petit peu à la base de l'angle. C'est pour un reliquat très très haut situé, mais là aussi, c'est quelque chose de parfaitement normal. Ici, par contre, vous avez un petit foyer qui correspond sur le scanner de repérage à un tout petit ganglion d'apparence parfaitement normale. Vous voyez peut-être un petit peu mieux, je ne sais pas s'il y a moyen de diminuer un petit peu la lumière. Sur les images coronales, ça doit faire 3 ou 4 mm. Ça a un aspect strictement normal au scanner. Et pourtant, si ça fixe iode 131, c'est que c'est une métastase ganglionnaire. OK ? Et puis, il y a un autre petit foyer ici qui correspond également à un tout petit ganglion pathologique. Donc, cette patiente a un petit envahissement ganglionnaire micrométastatique. Elle a été revue 6 mois plus tard avec un taux de thyroglobuline stimulé qui était totalement négatif, une écho cervicale considérée normale. Et on peut imaginer que la dose d'iode 131 a permis de détruire très probablement ces petits foyers, ces micro-foyers ganglionnaires. Ici, je vous ai mis en fait 3 diapositives issues de 3 papiers différents qui montrent tout l'intérêt du SPECT-CT cou-thorax au moment de la dose ablative d'iode 131. Donc celui-là, ça vient de chez nous. Celui-là, ça vient des États-Unis. En gros, les 2 papiers montrent que surtout le SPECT-CT permet de ne plus avoir d'incertitude
concernant les foyers scintigraphiques corps entier, et donc de clairement différencier les foyers bénins des foyers pathologiques. Et puis ici, ça vient de l'Allemagne, et ça montre que finalement le staging qui est fait donc, après la dose ablative d'iode 131 est modifié dans un bon nombre de cas après l'acquisition SPECT-CT, dans à peu près 20 à 25% des cas. Alors un point qui m'intéresse, qui doit vous intéresser également, c'est justement le devenir de ces foyers scintigraphiques ganglionnaires qui ont été vus sur la scintigraphie post-ablative. Dans cette étude allemande, un certain nombre de patients avaient donc des foyers scintigraphiques et ils ont refait à 6 mois une scintigraphie après 5 millicuries d'iode 131 pour voir si ces foyers persistaient ou s'ils avaient disparu, suggérant qu'ils ont été détruits. Eh bien, vous voyez là que les foyers qui ont été détruits, c'était des lésions qui correspondaient sur le scanner de repérage à des lésions infracentimétriques, le plus souvent quelques millimètres. En revanche, celles qui persistaient, c'était des lésions le plus souvent centimétriques ou supracentimétriques, et ceci suggère qu'effectivement l'iode radioactif, ou confirme plutôt que l'iode radioactif est efficace pour les lésions millimétriques, mais qu'il faut probablement plus réfléchir à une réintervention pour les ganglions supracentimétriques. Alors, la scintigraphie post-ablative peut mettre en évidence des foyers ganglionnaires, mais peut aussi mettre en évidence des foyers à distance, dans des métastases à distance. Ici, un jeune patient extrêmement sympathique de 26 ans qui avait une lésion PT2 multifocale N0, MX. Là aussi, il a eu à peu près un peu moins de 100 millicuries sous TSH recombinante, un taux de thyroglobuline stimulé pas très élevé, 3,8 nanogrammes par ml. Et sur le corps entier, donc là vous avez c'est l'incidence antérieure, l'incidence postérieure, et puis là on augmente un petit peu ici les contrastes, et vous voyez clairement deux foyers pathologiques, un ici et un là, enfin, qui paraissent pathologiques, et celui-là correspond en fait à un foyer qui se projette sur les muscles de la fesse, et en fait c'est pas une contamination, mais c'est une métastase intramusculaire. En fait on en a vu un peu plus souvent ces dernières années grâce à ces technologies un peu plus sophistiquées. Et ici, c'est un foyer costal. Sur le scanner de repérage, il n'y a pas d'anomalie ni condensante ni lytique, mais on voit mal ce que ça pourrait être d'autre. Et donc, le patient, comme il avait des métastases à distance, on a proposé de lui donner à nouveau, 6 mois plus tard, une dose d'iode 131, et en fait la thyroglobuline stimulée était totalement négative, les foyers avaient disparu, et donc on peut imaginer que cette première dose a détruit ces micrométastases. Alors, vous avez vu sur les deux exemples que je vous ai montrés, le taux de thyroglobuline stimulée n'était pas très élevé. Bon, pourtant, nous aussi on avait travaillé dans ce domaine-là il y a quelques années. Il est clair que, généralement, le taux de thyroglobuline stimulé soit par le défrénage hypophysaire, soit par la TSH recombinante au moment du traitement est généralement élevé quand il y a des grosses lésions métastatiques et plutôt extrêmement faible quand il y a de simples reliquats. Dans une étude qu'on avait publiée l'année dernière, on avait montré que ce taux de thyroglobuline stimulé était affecté par deux choses. D'une part, par les modalités de préparation du traitement, soit défrénage, soit TSH recombinante, et par la masse tumorale. En fait, vous voyez ici, chez des patients donc, qui ont une maladie dite structurale, ici, ou une maladie qui est strictement scintigraphique, c'est-à-dire sans image anormale en imagerie conventionnelle, que le taux de thyroglobuline, si on regarde par exemple ici,
le taux de thyroglobuline stimulé est généralement plus élevé sous défrénage que sous TSH recombinante. On retrouve à peu près la même chose, même si ce n'est pas complètement significatif sur le plan statistique ici. Et vous voyez aussi que vous pouvez avoir une maladie micro-métastatique avec des taux de thyroglobuline stimulés relativement faibles, entre 1 et 3 ou 4, en tout cas inférieurs à 10 nanogrammes par ml. Alors pourquoi je vous montre ça? D'abord parce que c'est une réalité, et puis d'autre part parce qu'il y a une tendance, et peut-être que vous le reverrez dans les recommandations, à essayer de réfléchir au fait de baser l'indication de la dose ablative d'iode 131 sur le taux de thyroglobuline post-opératoire. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit, aujourd'hui en tout cas, parfaitement démontré. Alors, quand les lésions ne fixent pas l'iode radioactif, elles sont donc réfractaires à l'iode radioactif, et elles fixent assez souvent le FDG. Alors, ici un exemple, une patiente de 20 ans, alors la plus grosse lésion, PT3, N1B, avec des gros ganglions, M0. Elle avait eu un traitement chirurgical assez complet initialement, puis de l'iode radioactif. La scintigraphie post-ablative était normale. Et vous voyez qu'à 3 mois sous traitement, sa TG restait modérément élevée, qu'elle augmentait un petit peu après TSH recombinante à 9 mois. L'échographie était considérée comme normale. On a fait un PET scan, et sur ce PET scan, eh bien, il y a quelques foyers scintigraphiques qui correspondent à des petits ganglions sur le scanner de repérage. Et cette patiente-là a fait l'objet d'un nouveau curage quelques semaines après, qui a permis d'enlever donc 5 ganglions positifs sur 28, des ganglions qui faisaient moins de 5 mm. Et 1 an plus tard, elle était considérée en rémission complète. Donc voilà, donc il ne faut pas forcément, là non plus, de fortes élévations du taux de thyroglobuline pour avoir un PET scan positif. Et je pense que ça peut rapporter si effectivement des lésions uniques ou pas très nombreuses sont mises en évidence. Parce qu'à la clé, il y a un traitement chirurgical possible. Sur le plan technologique, ça intéressera peut-être un peu plus les médecins nucléaires. Dans notre expérience, on pense qu'il est utile, après l'acquisition classique corps entier, du coup mi-cuisse, de faire un pas supplémentaire qui dure une dizaine de minutes sur le cou pour justement bien mettre en évidence d'éventuels foyers ganglionnaires. Là, vous voyez un foyer ganglionnaire qui a été vu sur ce pas spécifique et qui ne l'était quasiment pas sur l'acquisition corps entier. Alors, puisque bon, je m'occupe d'un service de médecine nucléaire, on est obligé de parler un peu d'imagerie en général là, dans le cancer différentiel de la thyroïde. Juste une proposition d'algorithme. Avant la chirurgie, on est tous d'accord, il est très important d'avoir une bonne échographie du cou pour bien voir la thyroïde, mais je dirais surtout pour bien voir les ganglions du cou et donc pour guider un éventuel curage thérapeutique. Après la chirurgie et au moment de la dose ablative d'iode 131, dans certains cas, et notamment dans des lésions avec un pronostic, on va dire, réservé, des grosses lésions avec un gros envahissement ganglionnaire ou avec une histologie agressive, ça peut avoir un intérêt de faire un PET scan pour mettre en évidence, dès ce moment-là, des lésions éventuellement réfractaires à l'iode 131. Vous avez bien compris qu'au moment de la dose ablative d'iode 131, le corps entier et l'acquisition SPECT-CT cou-thorax ont une grande importance. Pour les gens qui n'ont pas de traitement à l'iode radioactif, peut-être qu'il y en aura de plus en plus à l'avenir, je ne sais pas, eh bien, on va disposer d'un certain nombre de marqueurs, la thyroglobuline, et puis l'échographie, uniquement pour le cou, puisque l'échographie, on ne va pas voir des métastases à distance.
Donc, au moment de la dose ablative ou après la dose ablative d'iode 131, il y a deux situations. La plus fréquente, c'est que le taux de thyroglobuline va devenir négatif. Ces gens-là sont guéris, hein, donc on les surveillera uniquement sur le taux de thyroglobuline. Je ne vois pas pourquoi il faudrait faire de l'imagerie. En revanche, pour ceux qui gardent un taux de thyroglobuline dosable, nous, on propose de faire un FDG. Donc, soit on trouve une maladie localisée, comme l'exemple tout à l'heure, et à ce moment-là, on va s'orienter vers un traitement local, hein, en particulier la chirurgie. Soit il y a des métastases variées, et comme le disait ce matin Patricia Nicoli, on va surveiller ces lésions. En cas de lésions progressives, on discute ça tous les 15 jours là, à TUTIREF, on mettra en place un traitement par ITK. Et sinon, si ces lésions sont stables, on continuera à les surveiller de façon relativement étroite. Voilà, quelque chose d'assez simple, schématique peut-être, mais enfin bon, ça peut aider. Alors, sur le plan du risque, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a deux risques. Il y a le risque de surmortalité, puis il y a un risque de maladie résiduelle ou récidivante, et ce n'est pas exactement la même chose, évidemment. Alors, pour définir un peu le risque de mortalité, on utilise aujourd'hui donc la classification TNM AJCC. Et en fait, cette classification distingue deux groupes de patients, en tout cas pour le moment. Un groupe de patients supérieurs à 45 ans et des gens plus jeunes, donc moins de 45 ans. Et si vous regardez ici, donc il y a 4 stades de la maladie, des stades 1 et 2 qui sont des petites lésions T1, T2, sans envahissement ganglionnaire, et bien entendu sans métastase à distance. Un stade 3 qui correspond soit à un envahissement extra-thyroïdien, soit, ou les deux, hein, à un envahissement ganglionnaire du compartiment central, NAA. Et puis les stades 4 qui correspondent soit à des grosses lésions avec un envahissement extra-thyroïdien macroscopique, T4, ou un envahissement ganglionnaire latéral, N1B, ou des métastases. Ces patients donc, ont des taux de survie qui sont un peu différents. Les stades 1 et 2 ont des survies qui sont plutôt bonnes. À 5 ans, là, vous avez... Alors, bon, c'est des datas qui commencent à être un peu anciens, mais bon, près de 100%. Le stade 3, 93%. Stade 4, 50% environ. Alors, l'autre catégorie, c'est les patients de moins de 45 ans. Jusqu'à présent, donc, on isolait en fait 2 stades, 1 et 2, simplement sur la base de métastases à distance. Alors, il y a un papier récent que vous avez peut-être parcouru du JCO, qui est un papier qui me semble intéressant et qui va peut-être remettre en cause justement ce qu'on a là chez les patients inférieurs à 45 ans. En fait, donc ce groupe américain a analysé les données de 2 grosses bases de données américaines, cette base-là, NCDB, et puis une autre base un peu moins importante, SER. Mais vous voyez, près de 50 000 patients ici, plus de 20 000 ici. Et donc, ils ont regardé la mortalité des patients qui présentent un envahissement ganglionnaire initial de ceux qui n'ont pas d'envahissement ganglionnaire. Alors, ici, en bleu, c'est métastases ganglionnaires présentes. Hein. On n'a pas trop de détails hein, sur quel type d'envahissement ganglionnaire, NA, NAB, petit. Hein. Enfin, en tout cas, ils ont des ganglions. Et eux, là, les jaunes, c'est des N0, donc c'est-à-dire des gens qui ont eu un curage qui était négatif, ou c'est des NX qui n'ont pas eu de curage. Et en fait, vous voyez qu'il y a une surmortalité, et donc on est là chez des patients de moins de 45 ans, on est bien d'accord. Il y a une surmortalité chez les patients qui ont un envahissement ganglionnaire, tous les autres paramètres étant ajustés dans l'analyse, hein, c'est-à-dire l'étendue du traitement initial, iode 131, etc. Hein.
Et donc c'est vrai dans les deux bases de données. Alors l'excès n'est pas très important, je crois que le risque relatif est de 1,3. Hein, mais il y a tellement de patients que c'est significatif sur le plan statistique. Alors ça c'est le même papier, et en fait il y a une association entre le nombre de ganglions malades et le risque de surmortalité. Et en fait, l'étude montre qu'il y a un accroissement un peu linéaire du risque de mortalité quand on va de 1 à 6 ganglions malades, et puis à partir de 6, il y a un plateau, et en fait, la mortalité est la même. Bon, enfin voilà, donc ça c'est un truc assez récent, assez nouveau, et que je trouvais intéressant de vous présenter. Alors, le risque de maladie persistante ou récidivante, bon, encore aujourd'hui, on reste quand même sur la classification et sur les recommandations 2009 de l'ATA. Les nouvelles recommandations vont sortir probablement dans les prochaines semaines ou prochains mois, mais bon, elles ne sont pas encore sorties. Donc, dans ces recommandations, il y avait donc 3 catégories de patients. Des patients dits low risk, hein, de maladies résiduelles, risque intermédiaire, et des patients à haut risque. Donc les patients low risk, ben, c'est des gens qui ont des petites lésions sans envahissement loco-régional, avec une histologie gentille, et s'il y a eu de l'iode radioactif, eh bien la scintigraphie post-ablative est normale. Ok. Les patients haut risque, c'est pas très compliqué non plus, c'est tout le contraire, c'est des grosses tumeurs qu'on n'a pas réussi à resséquer complètement, des métastases à distance, et un taux de thyroglobuline extrêmement important au moment de la dose ablative 431. Et les risques intermédiaires, ben, c'est tout ce qu'il y a entre les deux, et en particulier, c'est les métastases ganglionnaires. Métastases ganglionnaires, sans faire le tri sur la localisation de ces métastases ganglionnaires, sans faire le tri sur l'importance volumétrique non plus de ces ganglions. Alors, on a, c'est ce que je vous disais en préambule tout à l'heure, on s'est justement intéressé dans le service ces derniers temps à la valeur pronostique de l'envahissement ganglionnaire, microscopique et macroscopique dans le cancer papillaire de la thyroïde. Et je profite d'être là pour vous montrer quelques diapositives de ce travail. Donc, vous savez que, effectivement, autant on est tous d'accord, le fait qu'il y ait des gros ganglions est un facteur de risque important, mais en fait, il y avait beaucoup plus de débats hein, sur l'intérêt pronostic de l'envahissement ganglionnaire microscopique. Comme je viens de vous le dire, les systèmes de classification pronostique, en tout cas actuellement utilisés, ne prennent pas en compte le volume de l'envahissement ganglionnaire initial. Et puis, une autre chose, c'est qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur la définition d'un envahissement ganglionnaire microscopique ou macroscopique. Alors, les collègues américains ont essayé de développer une classification basée sur le volume des lésions, justement en parlant de micrométastases par analogie avec le cancer du sein pour des lésions de moins de 2 mm. Bon, cela dit, cette classification en routine n'est pas utilisée. Et finalement, en routine, on utilise plutôt ça, c'est-à-dire la classification de la JCC. Vous savez qu'il y a 2 cas de figure. Il y a les patients CN1. Les patients CN1, c'est les patients qui, avant la chirurgie ou pendant la chirurgie, ont des ganglions suspects de métastases ganglionnaires. Et si effectivement, sur l'histologie, ils sont confirmés, on peut parler alors d'envahissement ganglionnaire macroscopique. Et puis, il y a les patients qui, justement, avant la chirurgie ou pendant la chirurgie, ne semblent pas avoir de ganglions pathologiques, mais ces patients-là, au cours d'un curage central prophylactique, eh bien, l'histologie met en évidence des petits foyers ganglionnaires pathologiques, et à ce moment-là, on peut parler d'envahissement ganglionnaire microscopique. Donc, en utilisant en fait cette classification, on avait travaillé il y a maintenant
7-8 ans, dans une étude rétrospective qui avait été publiée dans l'European Journal of Endocrinology, donc sur plus de 500 cancers papillaires supracentimétriques, des patients qui avaient été diagnostiqués il y a très longtemps, hein, vous voyez, entre 68 et 2003, qui avaient eu de l'iode radioactif dans plus de 90% des cas. Et donc, on avait évalué le taux de récidive ganglionnaire chez ces patients. En fait, on en avait trouvé 35, et vous voyez un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, les patients qui avaient des récidives étaient essentiellement des récidives cliniques dans cette étude. Et donc, le risque cumulé à 10 ans de récidive ganglionnaire était dans cette étude de 7%. Et si on regarde les chiffres dans les PNX, PN0, PN1 microscopiques et macroscopiques, vous voyez qu'on était à 4% chez les PNX, 2% chez les PN0, 4% chez les PN1 microscopiques et 19% chez les PN1 macroscopiques. L'étude statistique multivariée avait mis en évidence 4 facteurs de risque de maladies résiduelles. Évidemment, en premier lieu, l'envahissement ganglionnaire macroscopique, avec un risque relatif de plus de 7. Dans cette étude, l'envahissement ganglionnaire microscopique n'avait pas été retrouvé comme facteur prédictif indépendant. L'extension extrathyroïdienne, le sexe masculin, et puis il y avait un facteur, on va dire, protecteur, le fait de faire un curage complet, à la fois central et latéral, bilatéral, donc qui protégeait de la maladie résiduelle ganglionnaire. Mais ce que je vous expliquais en préambule, c'est que depuis 10 ans, les modalités d'imagerie ont progressé, heureusement, et notamment grâce à la scintigraphie et aux modalités SPECT-CT, l'avènement du TPFDG. Et il nous a semblé intéressant de réévaluer ce risque de maladie résiduelle, alors non seulement loco-régional, mais aussi à distance, chez des nouveaux patients diagnostiqués depuis 2006, hein, c'est-à-dire depuis l'avènement de toutes ces technologies d'imagerie, et chez les patients qui ont tous eu une chirurgie et une dose ablative d'iode 131, et donc de réexaminer l'influence de l'envahissement ganglionnaire micro ou macroscopique sur le devenir des patients. Donc cette étude a rassemblé plus de 300 cancers papillaires de la thyroïde, donc entre 2006 et 2011. Donc pour les patients CN0, ça se partageait à peu près, on va dire 50-50, entre des patients qui ont un curage central prophylactique et d'autres qui n'ont pas eu de curage du tout, on est d'accord? C'est la pratique courante, ça. Hein. Et puis pour les patients CN1, donc ils ont eu tout le temps un curage thérapeutique, bon, plus ou moins étendu, mais le plus souvent central et latéral. Sur le plan anatomopathologique, on a beaucoup travaillé avec nos collègues pathologistes, et donc en essayant de revoir les lames et en analysant les sous-types histologiques, en comptabilisant le nombre de ganglions prélevés sur le nombre de ganglions métastatiques, sur revérifier l'existence d'une extension ganglionnaire extracapsulaire, et puis surtout pour mesurer la taille du plus gros foyer ganglionnaire métastatique. Ça a été un gros travail des histologistes. Sur le plan de la dose ablative d'iode 131, là aussi, bon, c'était la routine de ces dernières années. Les patients ont eu des traitements soit sous TSH recombinante, soit après des freinages hypophysaires, soit 30 millicuries, soit 100 millicuries, et les patients ont eu donc un corps entier, évidemment, couplé de façon systématique à une acquisition SPECT-CT cou thorax. Et puis pour les besoins de l'étude, la thyroglobuline a été réévaluée sur les sérums congelés par la même méthode biologique. Alors, chez ces patients, ben, ce qu'on a regardé, c'est après le traitement initial, on a évalué cette maladie résiduelle loco-régionale et à distance. Et puis, donc, après d'éventuels traitements complémentaires, au moment de la dernière visite de suivi, hein, vous allez voir que le recul est d'environ 5 ans, on a donc évalué le statut du patient. Donc là, il y avait 3 catégories de patients.
soit des patients en rémission complète, pas de maladie résiduelle, thyroglobuline inférieure à 1, soit une maladie résiduelle morphologique, c'est-à-dire un taux de TG élevé avec une imagerie positive, soit seulement une maladie résiduelle biologique, TG plus, image moins. Ok, donc pour la maladie résiduelle, soit loco-régionale, soit distance, prouvée histologiquement ou par l'imagerie. Et dans l'imagerie, évidemment, cette scintigraphie post-ablative a joué un rôle important. Voilà. Alors maintenant, je voudrais que vous appreniez par cœur ce tableau. Non, simplement pour vous montrer qu'il y a effectivement donc 128 PNX, 84 PN0, 44 PN1 microscopiques, 49 PN1 macroscopiques. Si on focalise un petit peu sur les différences entre PN1 micro et PN1 macro, il y a quelques éléments qui me semblent intéressants. D'abord, la taille du plus gros foyer tumoral, ganglionnaire. Donc vous avez ici en moyenne 2,6 mm contre 20 mm ici, avec des extrêmes qui vont de 0,2 mm jusqu'à 11 mm et de 7 à 70 mm. Un envahissement extraganglionnaire qui est plus fréquent, évidemment, chez les PN1 macro que chez les PN1 micro. Un nombre de ganglions atteints qui est ici de 8 en moyenne et qui est de 3 en moyenne ici. Et puis, vous voyez que c'est plus fréquemment des N1B ici que ici. Alors, on a, avec un recul médian donc, de 4 ans, mis en évidence de la maladie résiduelle chez 51 patients, ça représente 17% de la population, et donc c'est plus important que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc soit dans le cours, 32 patients, soit des métastases à distance, seuls 11 patients, soit dans le cours et des métastases à distance, 8 patients. Et donc vous voyez ici que cette maladie résiduelle a été mise en évidence dans 63% des cas sur la scintigraphie post-ablative et dans 31% des cas sur le TEP au 18-FDG. Donc ici, vous avez la probabilité cumulée de maladie résiduelle chez nos 4 catégories de patients. En noir, c'est les PNX, en vert, les PN0, ici PN1 micro et là PN1 macro. Donc vous voyez clairement que en bleu, les PN1 micro se situent de façon intermédiaire entre les PN1 macro et d'un autre côté les PN0 et les PNX, avec un risque de maladie résiduelle de 24%, alors qu'il est de 49% chez les PN1 macro et entre 6 et 12% pour les autres. Et donc il y a des différences significatives entre ces groupes. Quand on regarde finalement les gens qui n'ont plus de maladie résiduelle en fin de suivi, vous voyez qu'il y en a 98% chez les PNX, 93% chez les PN0, 89% chez les PN1 micro et 70% chez les PN1 macro. Et cette évolution est significative sur le plan statistique. Alors maintenant, quels sont les facteurs de risque indépendants de maladies résiduelles sur le modèle final de l'analyse multivariée? Il y a en fait 4 facteurs de risque. Le premier, c'est la taille de la tumeur thyroïdienne. Plus de 2 cm, vous avez un risque 3,4 fois plus important d'avoir de la maladie résiduelle que si ça fait moins de 2 cm. L'extension extra-thyroïdienne. S'il y a une extension extra-thyroïdienne, 2,6 fois plus de risque d'avoir une maladie résiduelle que s'il n'y en a pas. Le statut ganglionnaire, le facteur de risque le plus puissant, reste un envahissement ganglionnaire macroscopique avec un risque relatif de 4,5, mais contrairement à l'étude de 2008, vous voyez que l'envahissement ganglionnaire microscopique est également un facteur de risque de maladie résiduelle avec un RR à 2,5.
Si on regarde cette analyse multivariée à la dernière visite, les choses sont un peu modifiées puisqu'il n'y a plus que 2 facteurs de risque indépendants de maladies résiduelles. L'envahissement ganglionnaire macroscopique persiste, mais l'envahissement ganglionnaire microscopique disparaît, comme si la maladie associée à l'envahissement ganglionnaire microscopique était plus facilement curable que celle associée à l'envahissement ganglionnaire macroscopique. D'ailleurs, dans l'étude que vous pourrez parcourir plus en détail, il y a une tendance à avoir des lésions plus petites chez les patients qui ont un envahissement ganglionnaire microscopique que chez les patients qui ont un envahissement ganglionnaire macroscopique. Et puis, l'autre facteur de risque qui persiste, c'est l'extension extra-thyroïdienne. Alors, ensuite, on a essayé de regarder des paramètres associés à l'envahissement ganglionnaire, autre que la distinction micro et macro. Et donc, on a refait des analyses statistiques en remplaçant micro-macro, d'abord par la taille du plus gros foyer tumoral. Et vous voyez ici que si les lésions supérieures à 2 mm, les lésions ganglionnaires supérieures à 2 mm, sont associées donc à plus de maladies résiduelles, y compris en fin de traitement, des toutes petites lésions avec, on va dire, des effectifs qui restent quand même modestes, eh bien, ne sont pas associés à une maladie résiduelle. En revanche, on n'a pas trouvé de différence si on analyse le nombre de ganglions atteints, 1 à 5 ou supérieur à 5. Dans les 2 cas, c'est pronostic. NA, NAB, les 2, effectivement, sont des facteurs prédictifs de maladies résiduelles, mais NAB est plus grave que NAA, mais ça confirme ce qu'on savait déjà. Et pas d'extension extracapsulaire identique. Donc voilà, la conclusion de cette étude, c'est qu'effectivement le risque de maladie résiduelle est élevé dans la population étudiée, probablement en raison de la sensibilité des moyens d'imagerie utilisés, que les patients qui ont un envahissement ganglionnaire microscopique initial ont un pronostic intermédiaire entre les PNX, PN0 et les PN1 macro, et que l'envahissement ganglionnaire microscopique constitue un facteur de risque indépendant de maladies résiduelles et qui, à notre avis, justifie l'administration d'une dose ablative d'iode 131 et une bonne scintigraphie post-thérapeutique pour justement mettre en évidence ces lésions. Alors, vous savez qu'effectivement, des nouvelles propositions de recommandations vont effectivement bientôt sortir. On nous avait donné à lire il y a à peu près un an un draft qui probablement je dirais, dont la grande majorité des figures et des tableaux vont persister dans les dernières recommandations, dans les nouvelles recommandations, et en particulier cette proposition de modification de l'échelle de risque. Et vous voyez qu'ils ont essayé ici, les experts internationaux, de mettre un certain nombre de critères qui augmentent finalement le risque de maladies résiduelles. Et c'est assez intéressant, je trouve. En tout cas, le mode de présentation qui est fait me semble intéressant pour montrer qu'il y a certainement un continuum de risques et pas forcément 3 catégories bien individualisables. En revanche, alors, pour chacune de ces lignes, vous avez effectivement l'intitulé, et puis entre parenthèses, les risques de maladies résiduelles donnés par la littérature qui est forcément ancienne et qui n'a pas forcément utilisé toujours toutes les méthodes d'imagerie les plus sophistiquées. Concernant les ganglions, vous voyez que dans cette proposition, bien, l'envahissement ganglionnaire, il est ici, dans les low risques, il est là, dans les risques intermédiaires, il est là, dans les hauts risques.
Je pense que, bon, il faudra certainement avoir des études supplémentaires pour confirmer tout ça. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que dès lors qu'il y a un envahissement ganglionnaire, même s'il est de petite taille, on se situerait plutôt dans le risque intermédiaire que dans le low risque. Mais il y aura encore des discussions à l'avenir pour discuter de tout ça. Le gros avantage d'une dose ablative d'iode 131 avec, on va dire, des petites activités d'iode 131 de l'ordre de 30 millicuries et avec des modalités de préparation très confortables qui sont la TSH recombinante, eh bien, c'est de pouvoir disposer, encore une fois, d'une scintigraphie de haute sensibilité, et donc qui permet de détecter de façon très pointue les lésions ganglionnaires ou à distance. Et les détecter, c'est une chose, mais aussi de les détruire. Je pense vraiment qu'une dose de 30 millicuries d'iode 131 peut détruire les micrométastases si elle fixe bien l'iode 131, dedans ou à l'extérieur du cou. Que cette dose ablative d'iode 131 facilite le suivi des patients, notamment sur la thyroglobuline, et probablement que ça peut, à mon avis, diminuer le nombre d'examens au cours du suivi, que ça rassure les patients, la famille, et que peut-être, ça reste à démontrer, ça améliore la qualité de vie à long terme. Et puis, je vous rappelle que lorsqu'on donne 30 millicuries sous thyrogène une fois, il n'y a pas d'inconvénient, ni à court, ni à long terme. Contrairement à ce que certains veulent indiquer ces derniers mois dans la littérature. Alors, juste une étude qui vient de sortir dans le JCEM et qui, justement, a examiné l'impact de la dose ablative d'iode 131 sur la survie globale des patients ayant un cancer papillaire de risque intermédiaire selon la classification 2009. Et vous voyez sur ces deux courbes que, là encore, tous les autres facteurs étant ajustés, cette étude sur une grosse population suggère ou démontre que la survie globale est améliorée chez les patients qui ont eu une dose ablative d'iode 131 par rapport à ceux qui n'en ont pas eu. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention.